Allez hop, sans transition, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Il y a eu pas mal d'échanges dans le chat déjà, donc merci de jouer le jeu, de saluer toutes les personnes qui ont pris le temps d'être avec nous pour écouter Anthony et Axel, deux personnes passionnées par la RSE, le grand monde de la RSE, vous allez le constater juste après. Je me présente en une seconde, je suis Alban Péan, je serai le pilote de cérémonie aujourd'hui pour cet atelier, cette masterclass avec les deux personnes autour de la table. Mon objectif, c'est de prendre vos questions et de les poser à Axel et Anthony en fonction des échanges qu'il y aura tout du long. Et puis surtout, faire le gardien du temps parce que vous allez voir, on a énormément de choses à vous dire. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat comme vous le faites dès maintenant et puis dans le volet questions-réponses qui vous permettra justement de poser des questions aux intervenants. C'est tout l'intérêt de cet échange, de ne pas faire du descendant, mais surtout de pouvoir vous aiguiller, préciser des choses qui vont être dites durant ces 45 minutes, une heure, jusqu'à la pause déjeuner. Ceci étant dit, juste pour information, sur Livestorm, si c'est vos premiers pas, il y a une seule règle du jeu. Dans le chat, c'est parfait pour se dire bonjour. Il y a un petit volet questions juste à côté à droite. C'est ici le mieux pour moi de pouvoir récupérer les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser à cet endroit. Comme ça, vous aurez aussi la possibilité de voter pour celles qui vous paraissent le plus pertinent. Plus il y en a, plus c'est difficile pour nous d'y répondre, dans le sens où on a un temps qui est assez limité. Donc, si on peut pas y répondre à toutes, on va pouvoir répondre à celles que les personnes se posent le plus. Donc, n'hésitez pas à voter avec cette option. Ceci étant dit, aujourd'hui, on s'est retrouvé pour cet atelier sur la feuille de route RSE 2024. Je n'ai même pas eu le temps de vous souhaiter, en tout cas, vous adresser les meilleurs vœux 2024. Eh bien, c'est chose faite. La question que tout le monde se pose sur les départements RSE, c'est comment on peut animer son plan d'action, comment on peut innover sur cette année 2024. Et Axel et Anthony vont vous donner des grandes clés, je pense, aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Et je vais les laisser se présenter dans un instant. Une dernière chose, on va vous donner en fin d'événement une sélection de temps forts RSE 2024. Donc, on a sélectionné 12 temps forts avec du contenu pédagogique qui est associé, qui vont vous permettre, vous, en interne, dans votre entreprise ou dans votre collectivité, d'aller animer justement ces temps forts avec des choses qui sont déjà prêtes à l'emploi. Vous allez voir, c'est assez sympathique pour les mettre à disposition de vos équipes. Je crois que l'introduction est OK. Axel, je vais te laisser la main pour te présenter, nous en dire un peu plus sur Samy. Anthony, je te laisserai faire la même chose juste après. Ensuite, on parle de à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui, puis après, je vous laisse dérouler. Ça vous va? Super. Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être présent aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Alba, Anthony. C'est un vrai plaisir d'être là pour parler de ce sujet. Et je suis vraiment très, très content de voir qu'il y a autant de participantes et participants. On est plus de 230, c'est assez énorme. Donc, merci tout le monde, c'est chouette. Et donc, moi, de mon côté, Axel, directeur marketing chez Samy. Samy, on est une entreprise de reporting environnemental. En tout cas, on aide les entreprises à mesurer et réduire leur empreinte carbone et pas que, avec trois, alors en interne on appelle business unit, mais trois offres. C'est la slide juste après, je crois, Alban. Exactement, merci. En fait, on a trois typologies de services. On a une offre logicielle avec un outil qui permet de mesurer et de piloter différents indicateurs climat, dont l'outil bilan carbone, mais pas que. Une société de conseil, avec des consultants seniors qui permettent d'accompagner plus profondément sur tous les sujets de stratégie environnementale. Et enfin, un centre de formation qui est tout nouveau, certifié Calliope, qui permet de monter en compétences sur aujourd'hui deux sujets, la comptabilité carbone et la stratégie climat. On est une boîte de un peu plus de 50 salariés et on accompagne un peu plus de 700 entreprises à date, de toute taille, de tout secteur d'activité sur leurs enjeux climat et environnement. Merci beaucoup pour cette intro, Axel. C'est très clair. Anthony, je te laisse aussi te jeter dans le grand bain.
Yes, merci Alban. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Anthony, je suis le fondateur de la société Civitime. Civitime, donc c'est une structure que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et notre job c'est d'aider les entreprises à engager leurs collaborateurs dans la RSE avec un parti pris qui est le nôtre, qui est assez fort, c'est que pour faire ça, on utilise le jeu. On utilise en tout cas des solutions ludiques, collaboratives pour faire en sorte que la RSE soit source de plaisir pour les collaborateurs et de les stimuler. Donc on a une centaine de jeux sur étagère à disposition de nos clients qu'on vient de déployer tout au long de l'année en fonction des thématiques que veulent aborder nos clients pour sensibiliser leurs collaborateurs. Ça va aussi bien des sujets environnementaux sur voilà, tout le scope environnemental de la RSE, mais également sur les sujets sociaux. On va parler de qualité de vie au travail, de handicap, d'inclusion, de discrimination. Bref, tous ces sujets qui font la RSE. On accompagne chez Civitime une centaine de clients en France, à l'étranger. Ça va d'entreprises de 50 personnes qui ont cette volonté d'embarquer leurs collaborateurs jusqu'à des corporates, des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs un peu partout dans le monde d'ailleurs, qu'on va accompagner là-dessus. Voilà en 2 mots ce qu'on fait chez Civitime. Donc une partie vraiment sur étagère mise à disposition pour mettre à disposition des collaborateurs, enfin de nos clients et de leurs collaborateurs. Je vais vous en dire plus juste après. Et aussi une possibilité de personnaliser pour vraiment parler de la stratégie RSE de l'entreprise et favoriser l'adhésion. Bah, parfait, merci Anthony. Je prends juste 17 secondes pour tous ceux qui ont un problème de son, ils vont pas m'entendre, mais n'hésitez pas à leur préciser sur quel navigateur vous êtes, si ça fonctionne chez vous. Comme ça, ils pourront essayer aussi de leur côté. Je pense que il y a 2, 3 personnes qui sont concernées, donc voilà. Je sais sur Google Chrome ça fonctionne plutôt bien, mais bon, espérons qu'ils vont pouvoir nous rejoindre. Euh, je reprends au menu aujourd'hui, contexte, enjeu, challenge 2020, challenge 2024. Les départements RSE, départements impact, bah, sont concernés par une jolie loi dont on discutera un peu plus en détail. Je pense, Axel, il y a déjà eu une question entre le lien RSE, CSRD. Je pense que tu pourras y revenir tout à l'heure. On va vous partager une étude qui a été réalisée par Wavestone et le C3D, le Collège des directeurs du développement durable en France, qui est assez connu, hein, je pense. Il ne doit pas être étranger. Si ça l'est, bah, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. C'est toujours des publications très intéressantes. C'est des chiffres. On a bien commencé par des statistiques sur nos événements et vous allez voir à quel point ça a du sens. Et ensuite, on va parler des trajectoires RSE 2024 et on va rentrer dans l'opérationnel. OK, on a posé le contexte, on comprend les problématiques, le manque de temps, le manque de ressources. Anthony va nous en parler. Comment on fait concrètement pour aller plus loin, pour accélérer, pour inspirer, pour innover et engager de manière très globale ses collaborateurs dans ces politiques RSE. Anthony, je te laisse la main sur la première partie sur les challenges. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Est-ce que vous voyez à l'écran, comme je le disais, c'est cette fameuse étude. Je vais vous mettre le lien dans le chat en fin d'événement, je pense, si vous souhaitez approfondir ces éléments. Yes, merci Alban. Alors effectivement, cette étude elle est particulièrement intéressante pour introduire un peu pour introduire le sujet qu'on va aborder tout à l'heure sur notamment comment vous aider en tant que responsable RSE à animer votre feuille de route RSE en prenant en considération les contraintes auxquelles vous êtes confrontés et elles sont nombreuses. Alors des contraintes ou en tout cas des challenges à relever, on va plutôt le voir comme ça, des challenges à relever sur cette année. Et cette étude de Wavestone est vraiment intéressante. Elle montre 3 choses. La première, c'est que globalement, les objectifs fixés par les entreprises sont à 81% à la hauteur des enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nos organisations se bougent et c'est plutôt pas mal. Et je pense sur ce sujet-là, on n'a pas à rougir en tant que Français puisqu'on est quand même en avance sur ces thématiques-là par rapport à d'autres pays européens. Donc c'est une excellente nouvelle. Mais par contre, 49% du public en tout cas qui a répondu à ce sondage juge que les moyens déployés ne sont pas suffisants, en tout cas pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est vraiment le sujet central, je pense, auquel
les départements RSE, développement durable, peu importe comment on les appelle, sont confrontés, c'est que les ressources financières et humaines ne suivent pas forcément les ambitions que se donnent les entreprises. Alors, c'est amené en tout cas à évoluer, mais on est encore loin du compte. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la CSRD qui arrive, qui est même arrivé et qui va continuer à s'intensifier en tout cas pour les entreprises, qui va toucher petit à petit l'ensemble des entreprises qu'on a sur notre territoire. Et c'est un peu une révolution, en tout cas en discutant avec des clients un peu tous les jours, c'est en train de changer vraiment leur quotidien. Et ça peut être source de stress. En tout cas, c'est très énergivore, ce qui ne permet pas forcément de mener le reste de la feuille de route RSE comme on le voudrait. Je ne sais pas si Axel, sur cette partie CSRD, tu veux compléter. Ouais, tout à fait. Mais peut-être juste si on revient sur la slide d'avant, je pense que c'est intéressant le 15% des entreprises qui se disent prêtes à accueillir la CSRD. Alors, c'est 15% dans cette étude. Il y a d'autres études qui disent 20, 25, bref. Dans tous les cas, le chiffre est très bas. Et nous, on le voit tous les jours chez Samy. C'est une vraie source d'inquiétude. Je pense que c'est légitime parce que c'est un élément qui est vraiment transformatif pour les entreprises. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, il y a une nouvelle comptabilité qui est en train d'émerger, une comptabilité extra-financière. Donc, on vient ajouter une nouvelle brique de comptabilité à toutes les entreprises qui sont concernées par la CSRD. Je ne rentrerai pas dans le détail de quelles sont les entreprises concernées. Vous trouverez facilement l'information en ligne et puis je pourrais vous la repartager si besoin. Mais donc, en effet, nous, ce qu'on voit, et là, on peut peut-être passer sur la slide d'après, Alban. Ce que je trouve intéressant de rappeler, en fait, bon, nous, très clairement, on a des demandes quasiment tous les jours sur la CSRD. Ce qu'on observe, c'est que, alors ça c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, c'est que le mien, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un problème au niveau des entreprises dans la bonne compréhension de ce qui est attendu ou non par la CSRD. Et c'est normal parce que c'est très technique, mais on a beaucoup de directions RSE qui viennent nous voir et qui disent je veux absolument un outil. Et je pense qu'en fait c'est un peu une erreur parce que la CSRD c'est avant tout de la gestion de projet et ça va faire le lien avec tout ce qui sera présenté après, notamment par Anthony. Mais donc voilà, j'ai essayé de relister un peu les grands temps forts de la CSRD. En fait, il y a déjà une première phase et là on va parler uniquement pour des entreprises qui sont concernées dès le premier batch par la CSRD. Donc c'est les grandes entreprises qui étaient déjà concernées par la DPEF et donc qui avaient déjà un reporting extra-financier à faire. Ensuite, il y aura d'autres échéances chaque année pour des boîtes de plus en plus petites. Mais donc, le premier point, c'est d'impliquer toute la gouvernance de l'entreprise et de sensibiliser en interne. Et ça, peu importe les sujets RSE, et Anthony le dira mieux que moi par la suite, mais c'est hyper important de partir du cahier des charges de la CSRD et de se dire, OK, qu'est-ce que ça implique en termes de gouvernance? Qui est-ce que je dois aller sensibiliser? Mes équipes achats, mes équipes IT pour avoir la bonne donnée RH, pour avoir la bonne donnée environnementale. Voilà, bref, il faut d'abord bien mapper qui sont les bonnes personnes à aller voir en interne. Ensuite, on a une analyse de matérialité à faire qui est vraiment le socle de la CSRD. Donc, on parle même d'analyse de double matérialité. Donc, c'est la matérialité financière et la matérialité extra-financière d'impact. Et donc, après, je vais accélérer parce que c'est pas forcément l'objectif de cet atelier. Mais donc, la matérialité financière, c'est l'impact du changement climatique sur les finances de mon entreprise. Et la matérialité d'impact, c'est quel est l'impact de mon entreprise sur le dérèglement climatique. Voilà, donc ça, c'est un travail que doit faire un cabinet de conseil. C'est hyper important. Et après, il y a toute une phase d'analyse d'écart, de priorisation de sujets matériels ou non. Et en fonction de ça, on vient construire ces indicateurs CSRD. Donc, il y a 12 piliers qui sont sur la partie sociale,
la partie environnementale et la partie gouvernance. Et donc, il y a plus de 1200 critères évoqués par la CSRD. C'est ce qui fait peur, en fait. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est l'analyse de double matérialité qui va être menée soit en interne, mais honnêtement, je ne vous le conseille pas, soit par un cabinet de conseil qui va déterminer quels sont les critères de matérialité sur lesquels il va falloir reporter. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'on va soit choisir un outil, soit partir sur un outil interne. Ça peut être Excel, mais même ça, je ne vais pas le conseiller vu la complexité du sujet. En tout cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la CSRD, peu importe la taille de votre structure, alors sauf si vous êtes une petite PME ou TPE, moi j'ai la conviction que ça va vraiment être la structure de votre animation RSE et ça va vraiment rythmer chaque année un peu tous les ateliers que vous allez devoir mettre en place pour aller in fine réussir ce reporting en fin d'année ou en début d'année. Mais voilà, avant ça, il y a énormément de sujets RSE et ça va être hyper important pour réussir ce challenge de la CSRD de vraiment animer et d'impliquer vraiment toutes les parties prenantes de l'entreprise. Voilà. Et bah, justement, c'est le cœur de métier d'Anthony et Alban chez Civitime. Mais je trouve que ce qui sera présenté juste après colle très, très bien aux grands enjeux de la CSRD. Voilà. Et s'il y a d'autres questions, je vous partage un article assez complet qu'on a écrit sur le sujet. Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations. Parfait. Top. Merci beaucoup, Axel, pour ces premières précisions. Difficile de parler du sujet de la CSRD en 10 minutes. On comprend bien le challenge. Donc, effectivement, cette ressource a été essentielle. Je reprends aussi ce que tu disais, Anthony, en introduction. C'est que, en fait, on se retrouve avec un manque de ressources humaines et de temps. On le voit à l'écran, hein, des dépriorisations dans les sujets. Mais la CSRD, ça vient justement reprioriser les choses. On a des manques de moyens en termes de budget alloué, des moyens financiers. Bref, on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques dans les départements RSE qui font face à de plus en plus de régulation. En même temps, c'est une très bonne chose hein, sur le marché. Et donc, comment on arrive à concilier les deux? Comment on fait en sorte qu'en 2024, on puisse enfin proposer des actions concrètes qui surfent sur les plans d'action qu'on a déployés et ou qu'on va déployer, et surtout comment on fait pour atteindre nos objectifs, parce que ils sont de plus en plus difficiles et complexes à atteindre, parce qu'il y a des attentes de plus en plus fortes. Et c'est ce qu'on va voir directement sur cette partie. Anthony, je vais te redonner la main sur comment animer son plan d'action et innover. Je t'en prie. Ouais, alors effectivement, il y a quelque chose, enfin, en tout cas, on est convaincu d'une chose chez Civitime, c'est que pour mettre en place tous les changements que vos entreprises doivent mettre en place, par le CSRD, etc., c'est indispensable d'avoir un terrain fertile, on va dire, pour pouvoir mettre ça en place. Et ce terrain fertile, c'est avoir des collaborateurs et l'ensemble des collaborateurs qui soient un minimum sensibilisés sur ces thématiques-là. Sans ça, ça vous sera impossible de conduire ces changements, de mettre en place des plans d'action. Et c'est ce qu'on s'attache à faire chez Civitime avec une approche de l'engagement des collaborateurs qu'on aime bien présenter de la manière suivante. Cette approche, en fait, on l'a structurée avec des psychologues du travail. On s'est dit, OK, les entreprises sont de plus en plus doivent mettre en place de plus en plus de choses pour engager, enfin en tout cas pour répondre aux exigences, ne serait-ce que réglementaires en matière de RSE. C'est indispensable que les parties prenantes internes, déjà internes, hein, on parlera ensuite des externes, mais que les parties prenantes internes soient engagées sur le sujet. Et donc, comment on fait pour qu'un collaborateur d'une entreprise lambda ait envie de s'engager dans la RSE? Et donc, on a construit un parcours, en tout cas en 4 étapes, et on a construit nos jeux en face de ça. Donc, l'idée, c'est pour chacune de ces étapes d'identifier, le travail de nos psychologues, ça a été d'identifier les leviers psychosociaux qui vont faire en sorte que les collaborateurs aient envie de s'engager. L'étape 1, lorsqu'on veut engager des collaborateurs, c'est la phase de sensibilisation. Je vous apprends rien, hein, c'est faire prendre conscience aux collaborateurs des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors, ça peut se faire via il y a plein de moyens de faire prendre conscience des enjeux. Il y a les fresques du climat, par exemple, que vous pouvez connaître, hein, qui ont cette capacité à faire prendre conscience des enjeux liés à la RSE et au développement durable, alors qui ont cette
cette contrainte, on va dire, d'être assez one-shot, hein, cet effet soufflé, on va y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, la première étape, c'est de sensibiliser. Une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la phase d'adhésion. C'est-à-dire que, OK, chers collaborateurs, on t'a expliqué les enjeux auxquels nous sommes confrontés en tant qu'entreprise. Maintenant, regarde ce que notre entreprise veut mettre en place. Et c'est là où on va rentrer dans cette phase d'adhésion. On va utiliser des mécaniques qui vont susciter l'approbation des collaborateurs sur la feuille de route de l'entreprise. Parce que tant qu'on n'aura pas cette approbation, ça sera impossible pour l'entreprise d'aller chercher l'implication du collaborateur, ce qui est l'étape 3. C'est-à-dire que tant que le collaborateur, en fait, l'entreprise a un peu un devoir d'exemplarité sur ce qu'elle met en place avant de demander aux collaborateurs de s'impliquer. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Et souvent, les entreprises bypass cette étape 2, c'est-à-dire on fait de la sensibilisation, puis ensuite on va aller directement leur demander de passer à l'acte. Il manque cette étape préliminaire qui est cette phase d'adhésion où on arrive en plus à créer un alignement entre les actions mises en place par l'entreprise et ensuite ce qu'on va demander à chaque collaborateur et c'est ce qui permet d'engager les collaborateurs dans le temps. Pour arriver jusqu'à l'étape 4, ensuite, la phase de valorisation, où là l'objectif c'est de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs, faire en sorte que l'ensemble de vos équipes soient capables de parler de vos engagements RSE, soient capables d'en faire la promotion auprès des autres parties prenantes internes, mais également auprès de vos parties prenantes externes. Et c'est encore plus vrai avec le contexte CSRD dont Axel vient de parler. Quand on parle de vos parties prenantes externes, c'est donc à la fois vos clients, mais aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Il faut qu'à un moment donné, vos acheteurs, en tout cas les personnes qui sont amenées à faire des approvisionnements, soient capables d'expliquer pourquoi votre entreprise demande tel ou tel reporting à leurs fournisseurs, quels sont les enjeux qui y sont liés. Donc, l'objectif, c'est d'amener tous les collaborateurs de l'étape 1 à l'étape 4. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas en 2 jours. Puis surtout, vous allez en perdre au bord de la route. C'est sûr que on n'arrivera pas à amener tout le monde à l'étape 4, mais en tout cas, notre enjeu, c'est d'en faire un maximum. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est-à-dire, OK, donc ça, en fait, c'est un process de conduite du changement assez classique qu'on peut retrouver sur d'autres transformations. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est comment je fais pour capter l'attention de mes collaborateurs? Parce que, OK, je sais, on a le process, mais comment est-ce qu'on arrive à capter leur attention dans des environnements professionnels qui sont de plus en plus saturés d'informations? Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de transmettre des messages aux collaborateurs par les outils de communication interne classiques. Je pense aux newsletters, mais je pense aussi même les e-learning qu'on peut proposer aux collaborateurs. Enfin, c'est de plus en plus complexe. Donc, comment on fait? Et c'est là où la gamification rentre en jeu. La gamification, c'est quoi? La gamification, c'est un procédé, en tout cas, qui a pour objectif de transformer une activité qui peut être perçue comme contraignante en une activité qui va être stimulante et source de plaisir. C'est vraiment ça l'objectif de la gamification. C'est pas, alors souvent quand on parle de gamification, les gens imaginent qu'on va mettre leurs collaborateurs sur Mario Kart ou sur Pac-Man. Absolument pas. L'objectif de la gamification, c'est pas ça. C'est juste, et je le répète, et c'est important de l'avoir en tête, transformer une activité perçue comme contraignante en une activité stimulante et source de plaisir. Et pour faire ça, on va utiliser plein de petits leviers qui vont nous permettre d'embarquer les collaborateurs. Alors, il y a plein de théories sur la gamification. Là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les 9 leviers de motivation. On se dit, OK, si j'ai besoin de transmettre des messages à un collaborateur à travers un outil quel qu'il soit, comment je vais le motiver à venir consulter ça et à aller le plus loin possible et à consulter les contenus que je mets à disposition. Et donc, on va avoir différents leviers de motivation. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le premier, l'influence sociale, par exemple, c'est un levier de motivation. C'est-à-dire que je vais être motivé à réaliser une activité que je peux percevoir comme contraignante si derrière, si je suis influencé socialement à le réaliser. Un exemple typique de ce levier de gamification, ce levier de motivation, c'est l'application, je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'application Strava. Strava, c'est une application de course à pied où vous allez faire votre exercice, pas de course à pied d'ailleurs, de sport. Vous allez faire votre exercice physique et elle va être partagée à l'ensemble de votre communauté qui va pouvoir réagir, vous féliciter, etc. Ça, c'est un excellent exemple à quel point l'influence sociale peut vous amener à réaliser une action qui peut être perçue comme contraignante en plutôt quelque chose qui va devenir in fine source de plaisir. Donc,
La gamification, c'est ça. C'est s'appuyer sur ces leviers-là. Et donc, nous, on utilise ce levier au sein de Civitime. Vous allez le voir quand je vais vous présenter les jeux tout à l'heure. On utilise cette dimension d'influence sociale où les gens vont pouvoir se féliciter des actions qu'ils réalisent pour les sensibiliser un maximum, à la RSE. Un autre levier de motivation, par exemple, c'est ce qu'on appelle la compétence et la maîtrise, où je vais prendre du plaisir à réaliser une activité si je sens qu'au fur et à mesure que je la réalise, je progresse, je deviens une meilleure personne, j'apprends des choses. Ça va me stimuler. Typiquement, c'est un peu le profil alors sans mettre les gens dans des cases, mais les ingénieurs, par exemple, dans les entreprises, sont très sensibles à ce levier de motivation. Si ils réalisent une activité où ils sentent qu'ils progressent et qu'ils apprennent des choses et qu'ils deviennent de plus en plus en maîtrise des sujets, à ce moment-là, ça va les stimuler. Donc, voilà un peu pour l'introduction à la gamification, c'est pour vous expliquer à quel point on peut utiliser ces petits subterfuges, on va dire, pour capter l'attention des collaborateurs et créer donc, on capte leur attention, pourquoi? Pour leur transmettre des messages et les sensibiliser et créer ce terrain fertile qui va vous aider demain à mettre en place toute votre feuille de route RSE. Voilà pour l'introduction sur la gamification. Axel, Ouais, je peux prendre le relais si tu veux là-dessus. Et peut-être juste, j'avais vu deux questions. Alors, je sais pas si Alban, tu préfères qu'on réponde à la fin, mais Vas-y, je t'en prie, Elsa, prends celles eh ben, qui sont c'était sous les yeux. Guillaume et Wilfried. Alors, je vais faire un petit flashback. Pour toutes les entreprises hors du scope CSRD, vous conseillez quoi l'ampleur de la démarche rend frileux pour y allouer des ressources? En effet, alors je pense que la réglementation, elle va concerner que les grosses entreprises, mais on le voit déjà, en fait, ça va concerner toutes les tailles d'entreprises, parce qu'en fait, il va y avoir un ruissellement et un exemple très, très concret. Donc, pour répondre précisément à votre question, nous, ce qu'on voit avec les grands comptes avec qui on est amené à travailler, c'est que le premier point sur lequel ils veulent travailler, c'est leur scope 3. Et donc, en gros, c'est la mesure des émissions de leurs fournisseurs. Là où, avant 2023, ils n'avaient pas d'obligation de reporter sur l'ensemble de leurs émissions, ils avaient une obligation uniquement sur le scope 1, scope 2. Depuis le 1er janvier 2023, avec le décret BEGS, bon, c'est un peu technique, mais c'est renforcé avec la CSRD qui va obliger à avoir un reporting annuel. Les grandes entreprises ont un véritable enjeu autour de leur scope 3 et donc la mesure des émissions de leurs partenaires. Et donc, nous, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a vraiment un raz-de-marée qui est en train de, désolé pour les termes qui font un peu peur, sur les ETI, PME qui travaillent avec des grands comptes pour qu'ils se mettent au niveau sur la mesure de leurs émissions et qu'ils aient un plan d'action sur une trajectoire de réduction de leurs émissions. Donc, je pense que pour entamer une démarche, c'est pas mal de commencer par ça. Avoir une stratégie climat, commencer par un bilan carbone, mettre en place des premières actions et de montrer patte blanche auprès des grandes entreprises, auprès des décideurs, notamment publics, si vous voulez participer à des appels d'offres, ça va être de plus en plus obligatoire, ou participer à des appels d'offres de grands comptes. Vous pouvez être sûr qu'à partir de maintenant, un bilan carbone complet sera demandé parce qu'en fait, ça va s'inscrire dans les reportings extra-financiers et celui de la CSRD. Donc, voilà. Moi, je commencerai par ça. C'est une démarche qui n'est pas hyper onéreuse pour une entreprise et c'est assez simple. Voilà. Là où aller commencer à tacler des sujets de biodiversité, c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et honnêtement, je pense que ça ne sera pas demandé à court, moyen terme par les grandes entreprises. Voilà, le carbone, c'est déjà suffisamment complexe là-dessus. Donc, moi, je commencerai par ça. Voilà. Et après, il y avait Wilfried et j'avais vu qu'Alban avait commencé à répondre, mais qu'est-ce qui explique le retard dans le staffing requis pour répondre aux exigences de la RSE? Alors ça, j'aurais aimé vous partager, et je vais le faire, une étude qui a été faite lors du Forum économique mondial à Davos, qui a eu lieu le 15 janvier. Donc, chaque année, ils font une étude sur les grands risques qui pèsent sur les entreprises. Et je vais vous partager le lien dans le chat. Et en fait, c'est hyper intéressant de noter, je ne vais pas rentrer dans le détail de la publication, je vous laisserai regarder, mais c'est hyper intéressant de noter qu'il y a un décalage temporel
entre les risques RSE au niveau des gouvernements et de la société civile, qui considèrent que les risques RSE, et notamment les risques environnementaux, sont des risques de court terme, là où les décideurs du privé considèrent que c'est un risque long terme. Et donc, je pense que c'est un élément de réponse qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et nous on le voit au quotidien chez Samy, alors je parle surtout sur la partie environnement, parce qu'on couvre que le spectre environnement, ça répond à une autre question que j'ai vue, on couvre pas la partie sociale et gouvernance de la CSRD. Aujourd'hui, quand on parle à des décideurs et des COMEX de grosses boîtes, on se rend compte que les risques, notamment climat, environnementaux, ils sont perçus comme des risques long terme. Parce qu'en fait, les décideurs voient que le risque financier, les pénalités qui peuvent être encourues à cause d'un manquement dans du reporting, par exemple. Je pense qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation, d'engagement COMEX. Voilà. Et ça rejoint ce que disait Anthony. Et donc après, pour faire le lien sur l'importance de la communication et la gamification, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que nous, on donne à nos clients. Et exceptionnellement, vous verrez, on a ouvert notre kit de communication à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et donc, nous, ce qu'on recommande vraiment à nos clients, via nos consultants qui les accompagnent, c'est de rythmer la stratégie climat et ou environnementale. Mais c'est vraiment avoir une roadmap et mettre du tempo. Et donc, voilà, nous, enfin, vous verrez via le lien qui vous sera partagé. En fait, il y a plusieurs phases et on l'a décomposé. Et donc, c'est un peu une forme de gamification. On a une phase de lancement où on va impliquer les collaborateurs avec des petits jeux, des petits quiz, une petite boîte à outils pour sensibiliser, que les collaborateurs comprennent la démarche. On va avoir la même chose sur les fournisseurs, expliquer la démarche, rythmer la démarche, créer des webinars, des ateliers en ligne avec les fournisseurs où nous, on participe. Mais voilà, sensibiliser, rythmer, mettre du tempo, embarquer tout le monde, c'est hyper important. Et ça, avant de se lancer, avoir sa roadmap hyper claire. Et donc ça, nous, on accompagne vraiment nos clients là-dedans. Mais c'est hyper important. Et c'est vrai sur tous les sujets de la RSE et pas que climat, environnement. Et je pense qu'on est hyper aligné avec Anthony là-dessus chez Samy. C'est que si on n'arrive pas à mettre du rythme, à mettre du tempo, à embarquer, en fait, c'est compliqué. Et donc ça, il faut avoir vraiment une vision très claire avant de se lancer. Voilà. Merci beaucoup Axel pour ces éléments. J'en profite Anthony, j'en profite pour vous dire surtout pour vous poser une autre question et après Anthony justement on va pouvoir voir un exemple de solutions qui peuvent engager dont on vient de discuter. On a une question de Bertina qui est la plus votée, je le rappelle, on prend les questions dans le long de les questions. Et je vous la pose à tous les deux, celui qui se sent de se lancer, qui n'hésite pas. RSE et CSRD, comment les intégrer dans notre politique et démarche d'achat responsable? C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent sur la table et ça peut être très intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Ouais, Anthony Anthony, ou je ne Axel, sais pas si tu veux commencer. Vas-y, je t'en prie, je rebondirai Axel si j'ai des choses à compléter. Ouais, bah moi je vais vraiment prendre le spectre climat-environnement. La CSRD, comment on l'implique dans sa démarche d'achat responsable? Bah, c'est assez simple. Typiquement, on parlait de scope 3. Aujourd'hui, alors ça va dépendre des typologies d'entreprises, mais il y a certaines entreprises pour lesquelles le scope 3 représente jusqu'à 90% de l'empreinte. Le scope 3, c'est vos fournisseurs. Une démarche d'achat responsable, c'est choisir ses fournisseurs en fonction de certains critères et dont des critères climat, environnement et aussi au-delà, sociaux. Et donc, c'est mettre les bons critères en partant des critères de la CSRD. Alors ça aussi, je peux vous les partager. Alors, hop, je trouve juste le lien. Comme ça, vous aurez l'ensemble des critères. Je vous le mets dans le chat. Mais je pense que c'est partir des critères de la CSRD et se dire, à partir de ces critères, qu'est-ce que je dois demander à mes fournisseurs. Voilà. Même si vous n'êtes pas forcément une grande entreprise. Et pareil, je vous partage un petit lien, ça fait beaucoup, mais de Jules Pigassou, qui est fondateur d'une entreprise
voilà, qui tacle la CSRD. C'est un post sur qu'est-ce qui est attendu pour les PME, qui est très très intéressant. Il l'a très bien vulgarisé. Euh, En fait, il y a l'EFRAG, donc qui a travaillé sur les critères de la CSRD, qui a publié un guide pour les PME, même si elles ne sont pas concernées, voilà, pour se préparer justement à ce ruissellement qu'il va y avoir de la part des grands comptes et des boîtes concernées par la CSRD. Voilà. Mais donc, moi, je partirais des critères sociaux, des critères de gouvernance, des critères environnementaux, pour me dire, tiens, et je questionnerais un peu ma feuille de route d'achat responsable, et je me dirais, bah, qu'est-ce qu'il faut que je demande pour rentrer dans le cadre et voilà, limiter l'impact que je peux avoir sur les différents critères. C'est pas forcément un exercice qui est facile, mais je pense que c'est un super exercice à mener euh, parce que ça vient vraiment questionner les habitudes qu'on peut avoir avec ses fournisseurs. Et après, juste avant de faire la passe à Anthony, typiquement ce qu'on voit sur les grandes entreprises, je prends l'exemple de la SNCF qui est assez en avance sur ces sujets. Euh, Eux, dans leur cahier des charges, lors d'appel d'offres, ils ont fixé un prix du carbone. Et donc, en fait, tous les fournisseurs avec qui ils vont travailler, bah, en fait, il y a une étude de l'impact carbone qui va être menée. Et donc, il y a un prix qui est fixé par rapport au projet et aux fournisseurs, à un prix carbone. Et voilà, ça rentre dans la grille de lecture au moment de choisir un fournisseur selon les émissions de ses produits ou de ses services. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très poussé, très évolué. Euh, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de jusqu'où peuvent aller les grands comptes. Voilà, c'est un prix carbone qui est appliqué lors d'appel d'offres. Pour compléter ta réponse, Axel, moi, en échangeant avec nos clients, la complexité souvent auquel ils font face sur cette partie justement achat responsable, c'est que, alors effectivement, première étape, mettre des critères. Enfin, là, je te rejoins, il n'y a même pas de sujet. Mais en fait, c'est de faire connaître ces critères, alors auprès des acheteurs, mais ça, c'est un sujet métier, c'est pas tellement un sujet, mais c'est plutôt de faire connaître ces critères et comprendre ces critères par les métiers. C'est-à-dire qu'un métier qui a l'habitude de passer par un fournisseur pour tel ou tel approvisionnement, demain, vous allez lui imposer de changer de fournisseur parce que le fournisseur habituel ne répond pas aux critères que vous avez posés sur justement les sujets sociaux, sociétaux et environnementaux. Enfin, ça peut être très compliqué. En tout cas, l'adhésion à ça peut être très compliqué. Il y a un vrai enjeu de expliquer à toutes les personnes qui peuvent être amenées à faire de l'approvisionnement et les métiers souvent qui sont demandeurs de ça, leur expliquer ces critères-là, parce que derrière aussi quand même, alors cette CSRD, elle peut être perçue comme une contrainte, hein, elle va être perçue sûrement comme une contrainte par déjà les entreprises, mais aussi par les fournisseurs à terme. Mais l'objectif, c'est de faire monter, c'est de tirer un peu tout le monde vers le haut, c'est-à-dire que un fournisseur, une entreprise qui je sais pas, de 10, 20, 30 salariés à qui un grand donneur d'ordre va imposer de la traçabilité sur certains sujets environnementaux, par exemple, l'idée, c'est de faire monter tout le monde vers le haut. Donc, il faut qu'il y ait cette pédagogie en tout cas, il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça, pourquoi ces critères sont mis en place et l'importance que ça a. Et c'est ce qui fera monter tout le monde. Et en tout cas, je ne sais pas si la CSRD a été pensée comme ça, mais c'est un super moyen de faire ruisseler, on va dire, les exigences qui portent sur les corporates sur des entreprises de taille plus intermédiaire. Parfait. Anthony, je te propose, le temps file à une vitesse considérable. Je te propose de passer à la suite sur une présentation d'une solution. Ce qu'on avait en tête, on voulait en présenter deux. Je pense qu'on pourra en présenter qu'une aujourd'hui, malheureusement. Je te laisse avancer dans la présentation et projeter ton écran en fonction de la solution que tu souhaites Ok. présenter ce matin. Ouais, effectivement, on va être short. Du coup, fort de tout ce qu'on vient de se dire là, il y a, le constat un peu, c'est qu'il faut embarquer, en tout cas, il faut parler de RSE tout au long de l'année dans vos entreprises. Il suffit pas de faire une formation, un atelier one shot en début d'année. L'idée, c'est que la RSE soit vraiment inscrite, on va dire, dans le quotidien des collaborateurs, qu'on pense toujours RSE et qu'on pense pas que RSE sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets sociétaux. Mais on sait que vous êtes contraint par le temps et par la bande passante et par les budgets. Du coup, chez CiviTime, on a imaginé 2 programmes qu'on met à disposition de nos clients
quelle que soit la taille de l'entreprise, pour parler de RSE toute l'année. On a un premier programme qui est composé de 5 épisodes. Alors, on parle un peu comme une série Netflix, hein, donc 5 épisodes qui sur vraiment sur l'objectif net zéro. Donc c'est un programme qui est très focus décarbonation, sur lesquels on va déjà expliquer ce qu'est un bilan carbone. Donc on a un premier épisode, un premier jeu pour expliquer ce qu'est un bilan carbone aux collaborateurs. Et ensuite on va rentrer sur les thématiques qui sont souvent les principaux postes d'émission des entreprises. On va avoir 4 épisodes, un premier pour sensibiliser sur la mobilité durable, deuxième sur l'immobilier responsable, le troisième sur les achats responsables et enfin sur le numérique responsable. Ce sont des épisodes qui font entre 7 et 10 minutes et on va déployer ça tout au long de l'année. Donc ça peut être un épisode tous les 2 mois par exemple pour sensibiliser les collaborateurs. Ça, c'est un premier programme qu'on met à disposition des entreprises. Est-ce que j'ai un visuel? Ouais. Alors du coup, je vais vous le commenter parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire une démo de celui-ci en tout cas. Par exemple, là, sur la partie, donc sur le bilan carbone, alors là, celui que je vous montre en anglais, parce que tous nos jeux sont en français et en anglais. Sur le bilan carbone, on a un jeu qui est un escape game. On va immerger le collaborateur dans une usine et son objectif, c'est de réduire l'impact carbone de cette usine. Pour ça, il a différentes zones à explorer. Dans chacune de ces zones, il va y avoir des défis à réaliser. Donc, ça peut être des questions de sensibilisation sur les gaz à effet de serre. Ça peut être des masterminds, donc des choses à classer par poste d'émission, etc., etc. Donc, c'est des activités pédagogiques dans lesquelles on va transmettre des messages aux collaborateurs de manière très ludique et surtout, on va mesurer qu'il ait bien compris ces sujets-là. Donc, à chaque fois, ce sont des univers de jeu complètement différents qu'on va mettre à disposition des entreprises. Je ne m'attarde pas sur ce premier programme, je vais plutôt enchaîner sur le deuxième programme qui est un peu notre nouveauté 2024 et dont on est assez fiers. C'est un programme qui est là qui va se baser sur les marronniers de la RSE. Les marronniers de la RSE, qu'est-ce que c'est? Vous savez, il y a toujours, tout au long de l'année, il y a des événements dédiés à la RSE qui sont dans l'agenda 21. Eh bien, on va surfer sur ces événements pour mettre à disposition des collaborateurs chez nos clients des épisodes de sensibilisation sur les thématiques. Par exemple, le 8 mars, on a la Journée internationale des femmes. À cette occasion, on va déployer chez tous nos clients un épisode de 7 minutes qui va sensibiliser sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes. Également, sur le Q1, on a également le Cyber World Cleanup Day. On va surfer sur cet événement pour sensibiliser sur le numérique responsable. Pareil sur le SS, etc., tout au long de l'année. Et l'idée, c'est vraiment ce programme, on l'a pensé en échangeant avec nos clients qui nous disent, moi, j'ai pas tellement de bande passante pour communiquer tout au long de l'année sur la RSE. Je n'ai pas de ressources humaines pour porter des actions de communication. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec un planning éditorial qui est clé en main et qui va animer toute l'année la RSE. Concrètement, à quoi ça ressemble? Je vais rentrer dans le premier, par exemple, c'est le premier qui va arriver, donc c'est celui sur la Journée internationale des femmes. Et donc là, on a créé un épisode flash sur l'égalité femmes-hommes. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Hop. Alors, tac, tout l'écran. Est-ce que Alban ou Axel, vous pouvez me confirmer, vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok. Super. Donc l'idée, c'est de déployer ces épisodes sur une plateforme. Alors sur les modalités techniques, je m'attarde pas, mais nos épisodes sont complètement interopérables. Donc nos clients peuvent les déployer sur notre propre plateforme Civitime qu'on met aux couleurs du client, ou alors ça peut être déployé également sur les outils internes du client. C'est-à-dire que si vous utilisez un outil de formation, une plateforme de formation, on vient se plugger dans la plateforme de formation. Si vous utilisez des intranets SharePoint, Workplace, Umaps, etc. Si vous utilisez des intranets, on vient aussi plugger nos épisodes dans ces intranets. L'objectif, c'est vraiment d'aller là où vont les collaborateurs. Et puis, donc dans chacun, donc là, par exemple, si je rentre sur le premier, sur l'égalité femmes-hommes, on va arriver sur un jeu donc qui doit faire à peu près 7 minutes. Je vais vous montrer en détail. Hop. Tac. On doit surfer sur des actualités et retrouver 3 personnalisés qui ont œuvré
pour le droit des femmes. Mais pour faire ça, forcément, on a une petite aventure à faire. Ce jeu, il dure 7 minutes. Donc, je vais vous faire un premier module pour que vous vous rendiez compte, par exemple. Donc là, je vais aller chercher la première personnalité que je dois découvrir. On m'explique que je suis au Pakistan et que cette première personnalité que l'on recherche, elle est originaire de ce pays et je vais devoir répondre à des questions pour trouver qui est cette personnalité, par exemple. Voilà. Donc là, on me sensibilise sur les chiffres du sexisme, etc., etc. Avec des questions et puis petit à petit je vais progresser. Donc là par exemple sur cette première personnalité je dois répondre à des questions. Sur la deuxième je vais peut-être devoir assembler des images par exemple. Sur la troisième je vais avoir des textes à trous. À chaque fois on varie les modalités pédagogiques. Plus je performe, plus je gagne des points. Ces points ils vont me permettre quoi? Ils vont me permettre plusieurs choses. La première c'est qu'ils vont me permettre de progresser sur donc j'ai une barre de progression en fait. Et je vois tous les épisodes, ma barre de progression. Donc, au début, je vais être débutant, puis intermédiaire, puis avancé, puis expert, au fur et à mesure que j'avance. Je vais cumuler des points qui vont me permettre d'évoluer dans mon classement. Classement qu'on a voulu individuel, mais qu'on veut aussi par équipe. Pourquoi? Je reprends tout à l'heure les leviers de motivation dont on parlait. L'influence sociale, par exemple. Typiquement, donc moi, je vais rejoindre un clan. Tiens, je vais rejoindre, bon là, pour l'instant, on a un clan. Je vais rejoindre ce clan-là. Et bon, là, on est en mode démo. Hop, très bien. Je rejoins ce clan et je vais pouvoir me comparer avec d'autres personnes de mon équipe. Donc bon, là, je suis tout seul dans mon clan, mais je peux voir comment je suis dans mon équipe. Je peux encourager des gens qui sont dans mon équipe et je peux voir comment mon clan se positionne par rapport aux autres clans. Donc ça, c'est un type de jeu qu'on propose, mais des formats comme ça, on en a plein. Si par exemple, je revais sur la partie, sur celui que je vous montrais tout à l'heure, sur la partie décarbonation, on va retrouver toutes ces mécaniques de jeu-là. Voilà en quelques mots un peu ce qu'on propose chez Civitime. Donc, c'est vraiment, on arrive avec ces épisodes clés en main qu'on déploie sans effort du client. C'est-à-dire qu'on vous fournit au moment du lancement tout un guide de communication pour lancer les premiers épisodes. Et ensuite, l'idée, c'est que ça s'auto-anime. C'est-à-dire que les utilisateurs qu'on aura acquis sur les premiers reçoivent une notification, un nouvel épisode est disponible et rejoignent cet épisode voilà. Mais vraiment, faut l'imaginer un peu en système de relance, un peu comme une plateforme Netflix. Pour reprendre cet exemple-là, comment je fais pour départager mon écran? Je ne sais pas. Vous voyez toujours mon écran là, non? Ouais, là, Yes, c'est bon. écoute, je vais l'enlever. Hop, tac, c'est bon. Normalement, tu le partages plus. Merci. Et on est revenu aux quelques slides. Merci pour ces présentations, Anthony. Je propose que on clôture sur tes éléments, Axel, par rapport à ce qu'on avait convenu. Et puis, il est déjà midi 20, donc on déborde un petit peu. Navré. Merci d'être encore avec nous et autant aussi nombreuses et nombreux. Je te laisse conclure, Axel. Anthony, je te laisserai aussi un dernier mot de la fin, bien évidemment. Et puis, en fonction, juste avant 12h30, s'il nous reste 1 ou 2 minutes pour répondre à des questions que vous auriez pu trouver dans le volet questions, il y en a eu beaucoup. N'hésitez pas à prendre aussi ce temps parce que c'est tout l'intérêt, comme je le disais en introduction, de ce moment. Ouais. Peut-être juste avant de conclure, je vois qu'il reste encore pas mal de monde. J'avais pas prévu d'en parler, mais je viens d'y penser. On est associé à une démarche portée par l'entreprise Vendredi. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous connaissent, mais qui lance un baromètre de la RSE. Voilà, il y a un petit questionnaire à répondre. Je vous partage un peu le texte. Hop. Il y a trop de caractères. Hop, tac. Voilà, je ne sais pas si ça va bien se mettre en forme. Voilà, ça prend entre 5 et 10 minutes. Il y aura vous aurez en avant-première un retour un peu des résultats. Voilà, ça vous permettra de vous comparer en termes de RSE avec d'autres structures, notamment du même secteur ou de la même taille. Super intéressant. Cette année, on fait ça avec Kantar afin d'avoir des chiffres vraiment précis, une super analyse des résultats. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous recevrez en avant-première le baromètre. Voilà, tant que j'y pense, je me dis que ça peut être sympa pour toutes les personnes présentes aujourd'hui. Et non, sinon, pour conclure, du côté de Samy, c'est vrai qu'on a effleuré les sujets climat, environnement aujourd'hui. C'était pas forcément l'objectif d'aller dans le détail, mais voilà, c'est juste vous rappeler que
Chez Samy, on a une offre de conseil afin de vous aider à structurer l'ensemble de votre stratégie environnementale et climat, voilà, pour sensibiliser, pour mesurer votre empreinte carbone, faire des ACV, construire des plans de transition, sensibiliser vos fournisseurs. Voilà, on a une offre dédiée. Et après, on a une offre de formation. Si vous, en interne, vous sentez le besoin de monter en compétence sur ces sujets parce que vous avez envie d'internaliser la partie environnementale ou climat, ou même si vous avez envie de mieux comprendre les analyses des cabinets de conseil qui vous travaillez, on a une formation dédiée qui est finançable via votre OPCO, voilà, pour devenir expert ou experte dans la définition d'une feuille de route climat. Alors, une formation de 12 heures. Voilà. Et après, Alban, je crois que j'avais mis une slide avec quelques ressources. Voilà. Des ressources que je vais partager sur un email Ouais. de suivi, donc je pense qu'on pourra retrouver les liens à cet endroit-là, Axel. Et puis tous ceux que tu as aussi partagé durant l'échange, qui étaient très pertinents, on va pouvoir faire une compilation et les mettre à disposition de toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter ce midi, qui ont pris le temps de s'inscrire également. Et voilà, donc je pense effectivement, tu as pas mal de ressources côté Samy, c'est vraiment top à chaque fois. Si tu voulais dire un mot sur ces ressources, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, je précise que Ouais, les liens bah, seront à juste disposition. en une minute, la boîte à outils du collaborateur, c'est Mm. si vous lancez une démarche climat, c'est ce qu'on donne à nos clients. Voilà, on vous l'a donné en libre accès. Mission décarbonation, c'est une newsletter qu'on tient une fois par mois, une newsletter réglementaire qui est suivie par, à date, je crois qu'il y a 8000 responsables RSE qui nous suivent. On essaie vraiment de faire un gros travail là-dessus pour que vous soyez au courant de tous les sujets. Et après, on a un guide des solutions décarbonantes. Alors, c'est assez low level, c'est très générique, mais ça peut vous donner des idées d'actions à mettre en place pour limiter votre empreinte carbone, notamment si vous n'avez pas de budget pour faire un bilan. Voilà, ça s'applique à toutes les entreprises de services et quelques boîtes industrielles, voilà, sur différents postes d'émission. C'est toujours bon à prendre. Très bien, parfait. Merci Axel. Et je remettrai effectivement tout ça à disposition. Bon, on n'aura pas le temps de parler des parcours à la carte, Anthony. Je pense. Enfin, en tout cas, tu l'as déjà abordé tout à l'heure, donc pas besoin de revenir dessus. Comme tu le disais, il y a beaucoup de contenu qui existe aujourd'hui et on s'est focalisé sur les 12 temps forts. Je précise juste que toute l'année, je pense qu'on va animer des événements comme celui-ci. On peut en parler des feuilles de route parce que, bien évidemment, le trimestre 1 est important, le 2, le 3, le 4 le sont tout autant. Et étant donné qu'il y a du contenu tout le long de l'année qui est mis à disposition, et ben ça vaut le coup de faire des piqûres de rappel, de représenter des solutions, parce qu'on a eu le temps d'en présenter qu'une ce matin. Pareil à ce qu'on disait en off, c'est de toute manière le bilan carbone, c'est tous les jours qu'il faut y penser. Donc forcément, t'as pas une date sur le calendrier à suivre pour lancer le bilan carbone, donc et tous les sujets qui y sont associés. Donc avec plaisir si tu veux être de nouveau autour de la table pour repréciser des choses sur la CSRD et autres sur un prochain événement. Avant de conclure, Anthony, tu veux peut-être soit répondre à une question, soit repréciser un élément, et puis après, il ne restera plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et enfin refermer cet événement, même si c'est des échanges passionnants qu'on voit dans le chat. Ouais. J'ai essayé de reprendre le fil des questions sur le chat. C'est impossible à suivre. Non, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez compris notre positionnement et notre offre au CiviTime. L'idée, c'est vous fournir du contenu de sensibilisation prêt à l'emploi à déployer très facilement, très simplement et rapidement auprès de vos collaborateurs. Donc, pour en savoir plus, contactez-nous. Voilà, que vous soyez intéressés. En tout cas, on aime toujours échanger avec nos clients ou en tout cas avec de futurs clients des entreprises sur leurs problématiques de sensibilisation. Donc, c'est toujours un plaisir, n'hésitez pas. Et puis écoutez, c'était un plaisir. Je crois qu'on a battu notre record aujourd'hui de participation. On est monté à 300 participants sur ce webinaire. Record battu. Bravo Alban. Voilà, c'était très chouette. Et merci beaucoup Axel pour ta participation. Très cool de co-animer ça avec toi. Et au plaisir d'en faire d'autres du coup. Carrément. Eh ben merci. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes autour de ces sujets. Parfait, merci beaucoup Axel, merci beaucoup Anthony. Peut-être qu'on pourra aussi prendre le temps de répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui, un peu en off entre nous et donner des éléments de réponse sous forme de bullet point, qu'importe, mais voilà, pour donner
pour donner des éléments de réflexion aux personnes qui se posent des questions et qui le vivent au quotidien. Moi, je vous remercie de manière très générale. Je ne vais pas citer toutes les personnes qui étaient autour de la table aujourd'hui, mais merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Je vois des noms que je reconnais, des personnes qui nous suivent depuis quelques temps maintenant. Et puis, au plaisir de se recroiser sur un prochain événement, toujours dans cette même veine, ces feuilles de route RSE qui sont un combat, en tout cas un défi plutôt quotidien et qu'on aime beaucoup relever à vos côtés. Voilà, bonne journée à tous, bon appétit et merci encore une fois d'être resté avec nous jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.